La guerre en Ukraine a commencé comme un véritable blitzkrieg, la Russie visant à occuper la capitale en seulement quelques jours et à paralyser le gouvernement ukrainien. Cependant, nous savons que cela ne s'est pas passé ainsi, à cause des erreurs logistiques et stratégiques. La soi-disant opération militaire spéciale s'est transformée en une guerre d'usure. Les deux camps investissent énormément de personnel, d'équipement, d'argent et de recherche pour un léger avantage qui appartient désormais à l'Ukraine. La raison ? En se défendant, l'Ukraine a lancé une campagne dévastatrice de guerre asymétrique contre la Russie sur plusieurs fronts, en adoptant des méthodes économiques et en innovant pour limiter la capacité offensive de la Russie. Et la mauvaise nouvelle pour la Russie, c'est qu'à chaque nouveau jour, l'Ukraine devient un peu meilleure pour mener une guerre en position de désavantage. Voyons comment 3 ans et demi après l'invasion, les tactiques militaires de l'Ukraine et la géopolitique mondiale ont changé, et les positions sur les méthodes de guerre asymétriques. Les théoriciens militaires associent souvent la guerre asymétrique à des insurgés armés d'armes improvisées, contre des armées conventionnelles. Dans la guerre en Ukraine, nous voulions élargir cette définition, plutôt que de se battre avec des armes improvisées par désespoir, même s'il y a un peu de cela dans le mélange. L'Ukraine exploite également l'incapacité de la Russie à se retirer de la guerre, malgré le fait que ses avancées aient rapidement diminué au cours des 2 dernières années. Quand il s'agit de méthodes abordables et efficaces en guerre moderne, les avancées de l'Ukraine dans l'utilisation des drones sont incontournables. Début 2025. Les drones ukrainiens étaient responsables de 60 à 70% de toutes les pertes d'équipements russes, selon le Royal United Services Institute, ou Royal United Services Institute. Certaines estimations, dont le New York Times, prévoient que ce chiffre pourrait atteindre 80% d'ici mi-2025. Avant la guerre des drones à cette échelle n'existait pratiquement pas. La Russie et l'Ukraine ont toutes deux contribué à porter cette technologie à ce niveau de succès. L'un des aspects essentiels de l'usage des drones, surtout les modèles commerciaux modifiés, est l'écart de coût entre leur déploiement et leur neutralisation. Côté approvisionnement, les drones sont sans doute devenus l'outil militaire le plus répandu, ce qui réduit encore leur prix et accroît l'avantage mathématique. Par exemple, les drones à vue à la première personne ou vues à la première personne qui sont considérés comme l'épine dorsale des forces de drones tactiques des deux pays coûtent environ 400 à 500 $ par unité. Même avec quelques modifications pour ajouter des charges ou un meilleur équipement, on estime que les modèles les plus avancés dépassent rarement les 4 chiffres en termes de prix. Pourtant, ces armes bon marché et jetables détruisent régulièrement des chars russes qui coûtent entre 1,5 et 4 millions de $ chacun, ou même des systèmes d'artillerie valant 5 millions de $. Un essaim de drone peut complètement neutraliser un radar avancé, ou un bombardier capable de transporter des armes nucléaires, dont le coût, avec son armement, s'élève à plusieurs dizaines de millions de $. L'opération Toile d'araignée du 1er juin 2025 a montré l'utilité des drones. L'Ukraine a utilisé 117 drones, vus à la première personne pour frapper 5 bases aériennes russes, réparties sur 4300 km. L'opération a détruit ou endommagé 41 avions, dont des bombardiers stratégiques, Tupolev, 95S et Tupolev, 22 M3. Le coût pour l'Ukraine variait de 1000 à 117 000 $ pour les drones et le soutien, tandis que les avions russes détruits valaient en plus de 7 milliards de $. Le ratio coût-avantage est d'environ 1000 à 58 000 $. Pour chaque dollar dépensé par l'Ukraine, la Russie a perdu 58 000 $ en actifs stratégiques irremplaçables. Et ce sont des plateformes sur lesquelles la Russie compterait pour lancer des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes, ou des bombardiers. Sa construction a pris des années, et il est irremplaçable avec les sanctions et contraintes actuelles. La révolution des drones dépasse la destruction de matériel coûteux et a transformé le calcul psychologique du combat moderne. Tout commandant de chars russe sait qu'un drone à 400 $, piloté par un adolescent avec une manette de jeu, peut détruire leur char à 3 millions et tuer l'équipage. Les pilotes russes, opérant près de l'Ukraine, affrontent des défenses aériennes et des essaims de drones, réduisant fortement leurs chances de survie. Dans certains secteurs, comme lors de la récente bataille pour Dobropilya, il est rapporté que sur 10 soldats russes tentant d'avancer, un seul survivait assez longtemps pour se rendre. Ceci est possible grâce au développement et à la production renforcée en Ukraine. En 2022, l'Ukraine a fabriqué près de 5000 drones. D'ici 2025, le pays prévoit de produire plus de 45 millions d'unités par an, visant 10 millions si le financement et les composants le permettent. Il s'agit d'une augmentation de la capacité de production par 3750 en seulement 3 ans.
Un exploit impossible dans les systèmes d'acquisition occidentaux, où les programmes prennent des décennies à être déployés. La croissance explosive vient du modèle de production très décentralisé de l'Ukraine. Des centaines d'entreprises technologiques ukrainiennes travaillent désormais sur des systèmes sans pilote, soutenus par un réseau distribué de fournisseurs, allant des grandes entreprises aux ateliers de garage. Quand une équipe trouve une amélioration, comme un meilleur explosif, un guidage plus efficace ou une contre-mesure de brouillage, l'information se diffuse sur tout le réseau en quelques jours via des plateformes comme le système Brave One. L'Ukraine utilise ces drones pour des stratégies d'essaim toujours plus efficaces, difficiles à contrer par les méthodes actuelles. Abus des essaims. Le principal inconvénient des systèmes de défense aérienne traditionnels est que le missile intercepteur est tiré sur des cibles de grande valeur à distance ou contre des missiles balistiques, à la fin de sa trajectoire. Mais cela suppose que la cible, une entité unique valant des millions, puisse être neutralisée d'un seul coup. Les essaims de drones, à l'inverse, regroupent des machines volantes bon marché et interchangeables en continu. Utiliser un intercepteur, dans ce cas, revient essentiellement à le gaspiller. Bien sûr, les essaims de drones sont beaucoup plus vulnérables aux tirs de mitrailleuses et aux armes traditionnelles, car ils sont plus lents et volent à des altitudes plus basses. L'avantage du nombre intervient ici. Les premiers peuvent être détruits par guerre électronique ou tir anti-aérien. Mais si le 4e, le 5e ou le 10e drone atteint sa cible, c'est tout ce qui compte. Quand un drone coûte 400 $ et qu'un char coûte 4 millions de dollars. La Russie opère via un complexe militaro-industriel centralisé et bureaucratique. Tandis que les médias d'État admettent que l'armée manque de 120 000 ingénieurs, le modèle décentralisé ukrainien permet à chaque atelier d'innover. Les drones ukrainiens progressent plus vite que les contre-mesures russes. Ils conçoivent des drones à fibre optique résistants au brouillage, peu après leur déploiement par les Russes. Les systèmes intelligence artificielle offrent des essaims capables de submerger les défenses. Avec des cycles de développement de quelques semaines, chaque itération surpasse la précédente. La dimension de la guerre navale par drone Moplotana est pratiquement dans le même bateau, sans mauvais jeu de mots. Les drones maritimes, bébés de la mer de l'Ukraine, coûtent environ 20 000 à 30 000 $ selon la configuration. Les programmeurs ont forcé toute la flotte russe de la mer Noire à se replier depuis sa base principale à Sébastopol. Des navires de guerre coûtant des centaines de millions de dollars doivent aller se cacher dans des ports éloignés, et sont rendus inefficaces au combat par des menaces qui coûtent moins cher qu'une voiture de luxe. Pour mettre les choses en perspective, l'Ukraine n'avait pratiquement pas de marine au début de la guerre. Pourtant, elle a réussi à reprendre le contrôle de ses routes maritimes en mer Noire, et à revitaliser ses exportations de céréales jusqu'à atteindre les niveaux d'avant-guerre. C'est l'apogée de la guerre asymétrique. Et bien que les drones volent généralement à basse altitude, ce qui les empêcherait d'être efficaces face à l'écrasante supériorité numérique de l'armée de l'air russe, l'Ukraine a également réussi à combler ses faiblesses à cet égard. Grâce aux dons opportuns des alliés occidentaux, l'Ukraine a réussi à recevoir des systèmes de défense Patriot, essentiels ainsi que d'autres batteries de soutien. La Russie a été dissuadée d'utiliser ces avions assez longtemps pour permettre l'installation de défenses plus stratifiées. Le résultat, c'est que la Russie, qui disposait d'environ 1400 avions de combat au début de la guerre, n'a pas pu utiliser ces avions de manière significative. La plupart des avions larguent maintenant des bombes à moyenne portée pour éviter le danger, limitant la capacité de la Russie à contrôler le front. La Russie a dû utiliser des armes à longue portée, mais les défenses en couche et le brouillage électronique restent essentiels. Le Centre d'études stratégiques et internationales a publié un rapport indiquant que les défenses aériennes ukrainiennes interceptent en moyenne plus de 85% des missiles et drones russes. Entre septembre 2022 et 2024, l'Ukraine a repoussé 11 500 missiles russes. L'Ukraine a défendu son espace aérien et démantelé systématiquement la défense aérienne russe. Le groupe Oryx a visuellement confirmé la destruction d'au moins 17 lanceurs S-403 radars et 3 véhicules tracteurs depuis le début de la guerre. Chaque système S-400 coûte près de 500 millions de dollars et met des années à être remplacé. L'Ukraine les a détruits avec des drones et missiles bien moins coûteux. La réaction de la Russie à cette crise devient de plus en plus désespérée et contradictoire. Des satellites ont révélé des bombardiers russes, Tupolev, 95 sur diverses bases, protégés par de vieux pneus contre les drones. Lorsque cela s'est avéré insuffisant, la Russie a commencé à peindre ses avions pour tenter de les faire se fondre dans le décor. Elle admet ne pas pouvoir acheter de vrais pneus pour protéger des bombardiers à 250 millions de dollars. La Russie est passée de tactiques défensives à lamentables en un an, preuve de l'efficacité de la stratégie ukrainienne.
La guerre de l'information ajoute une nouvelle asymétrie. La Russie possède un large appareil médiatique d'État, incluant Russia Today Sputnik, et des chaînes nationales atteignant plus de 100 millions de personnes. L'Ukraine agit principalement par la transparence sur les réseaux sociaux et la crédibilité qui découle du fait d'être la victime d'une agression non provoquée. L'Ukraine l'emporte nettement. Quelques jours après l'invasion, les réseaux officiels du gouvernement, les discours vidéo de Volodymyr Zelensky et les contenus des citoyens dominaient les médias mondiaux. Les images de fermiers ukrainiens tirant des chars russes capturés avec des tracteurs sont devenues des symboles viraux de la résistance. Ce n'étaient en fait pas des campagnes de propagande professionnelle, mais des images de la vie ukrainienne en première ligne et de l'ingéniosité face à un ennemi supérieur. Les réseaux sociaux ont adoré. À chaque défense, les communautés occidentales soutenaient davantage l'Ukraine. Et lorsque l'Ukraine a réussi à obtenir d'importantes victoires par elle-même, comme l'invasion de Koursk en août 2024, l'OTAN a compris qu'elle pouvait fournir des arsenaux beaucoup plus importants et conséquents, avec l'assurance qu'ils seraient utilisés de manière optimale. La Russie a tenté de perturber le réseau ukrainien, avec plus de 10 000 cyberattaques signalées lors des 2 premières années de la guerre. Les systèmes et infrastructures du gouvernement ukrainien ont montré une grande résilience. L'Institut de la cyberpaix a recensé au moins 2700 cyberattaques majeures contre des agents civils russes par des hackers ukrainiens et alliés contre environ 575 attaques russes. La Russie a la technique et les ressources. L'Ukraine la motivation, l'aide occidentale et l'avantage moral. La stratégie de guerre de l'information de l'Ukraine exploite l'asymétrie en exposant les échecs russes pour renforcer l'impact psychologique et géopolitique de ces pertes. Lorsque les responsables ukrainiens détaillent des frappes réussies sur des dépôts de munitions russes, des raffineries de pétrole ou des bases aériennes, ils démontrent aux citoyens et aux soldats russes que leur gouvernement ne peut même pas protéger les actifs stratégiques situés au cœur du territoire russe. Chaque frappe réussie à longue portée est à la fois un coup direct porté à l'infrastructure de la Russie, mais aussi un succès sur le front de la guerre de l'information. En parlant de frappes à longue portée, la campagne de l'Ukraine contre des cibles situées au cœur de la Russie montre à quel point l'Ukraine a intensifié ses efforts et ses capacités. De 2022 à juin 2025, l'Ukraine a mené des attaques sur plus de 300 cibles majeures en Russie, dont des dépôts de munitions, raffineries, usines chimiques et bases stratégiques. La portée opérationnelle s'est élargie, passant des attaques frontalières à l'intérieur des terres sur des centaines de kilomètres. Pendant ce temps, les drones ukrainiens longue portée sont perfectionnés, mais restent parfois insuffisants. L'Ukraine a déjà montré sa capacité à frapper avec précision à des milliers de kilomètres. L'Ukraine a notamment réussi à détruire la capacité de la Russie à gagner de l'argent, surtout via la vente de pétrole. Selon certains rapports, les drones ukrainiens ont détruit ou endommagé des installations représentant environ 17% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. Reuters a calculé que les frappes sur plusieurs raffineries ont directement entraîné une baisse de 17% des revenus pétroliers et gaziers russes entre mars 2024 et mars 2025, un chiffre encore réduit par les sanctions occidentales. L'Ukraine sait ce qu'elle vise et exploite chaque avantage possible. Au-delà de vouloir paralyser économiquement la Russie, l'Ukraine cherche aussi à l'empêcher d'armer les forces envahissant le Donbass et les régions voisines. Cela se fait surtout par des frappes répétées sur les infrastructures militaires et les lignes logistiques. Prenez par exemple la frappe de septembre 2024 sur Toropets, qui a détruit un dépôt de munitions contenant environ 30 000 tonnes de munitions, y compris des fournitures nord-coréennes récemment arrivées. L'explosion était visible de l'espace, message clair de l'Ukraine. La distance ne protège pas. Les actifs militaires russes restent vulnérables partout. Ces capacités asymétriques exercent une pression économique, qui prive progressivement la Russie de ses options offensives et défensives. En 2025, le budget militaire russe atteint environ 142 milliards de dollars, soit près d'un tiers des dépenses publiques, et 72% du produit intérieur brut. Il s'agit de la plus grande proportion de dépenses militaires depuis l'époque soviétique. La Russie dépense plus pour son armée que pour l'éducation, la santé et les programmes sociaux réunis. Le budget inclut aussi des ajouts secrets, qui portent sans doute les dépenses militaires à plus de 40% du budget gouvernemental. Cela montre la difficulté de la Russie, mais ces dépenses n'apportent pas de succès militaire. Revenons aux confirmations visuelles de OREX, qui semblent l'indiquer. Depuis le début de l'invasion jusqu'en octobre 2025, la Russie a perdu plus de 13 000 blindés, dont environ 4 150 chars. L'analyste militaire Andriy Tarasenko a averti que les réserves de matériel réparable de la Russie pourraient être épuisées dans un délai de 12 à 18 mois.
sauf si la production atteint 700 à 1000 véhicules blindés par an. Cependant, la Russie ne produit qu'environ 250 chars T-90 et 460 véhicules BMP-3 par an. Les chiffres ne jouent tout simplement pas en faveur de la Russie. Pour y remédier, la Russie est également contrainte de sortir des équipements de plus en plus anciens de ses stocks. Initialement, avec des T-72 T-80 et T-90 modernes, la Russie utilise les T-62 depuis mai 2022. En avril 2023, les forces russes utilisaient des T-55 chars entrés en service dans les années 1950. L'asymétrie économique va au-delà du coût de l'équipement. Le modèle de production décentralisé des drones ukrainiens maintient des coûts unitaires très bas, malgré l'augmentation de la production. La Russie subit des coûts croissants en épuisant ses stocks soviétiques et en dépendant d'une production nationale plus chère, compliquée par les sanctions limitant l'accès aux composants avancés. Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie. Historiquement, 30 à 50% des recettes de l'État ont chuté de 35% en un an, mi-2025. Les sanctions de l'Union européenne ont fait baisser le prix du pétrole russe de 124 $ par baril, soit environ moins 15%. La Russie doit compenser en pressurant sa population. Dès janvier 2026, la Russie portera sa taxe sur la valeur ajoutée de 20% à 22% afin de financer surtout les dépenses de défense. Le coût humain ne fait qu'amplifier cette pression économique. Plusieurs sources rapportent que la Russie a subi plus d'1 million de pertes depuis le début de l'invasion. Le taux de perte quotidien de la Russie progresse lentement, passant de 560 au début de la guerre à plus de 1300, attendu en 2025. Chaque perte requiert une compensation, un traitement ou une formation pour les familles. Ajoutez qu'en 2025, l'armée russe comptera 3% de la main-d'œuvre nationale, soit 40% de plus qu'en 2020. Ce sont des hommes en âge de travailler, systématiquement retirés de l'activité économique productive. S'ajoute l'exode d'environ 1 million de Russes, ayant fui le pays en 2022. La Russie manque tout simplement de personnes pour travailler dans son industrie ou rejoindre l'armée. Et même ce complexe militaro-industriel ne produit pas vraiment de résultats. Malgré de faibles avancées au front, les exportations militaires russes ont presque cessé en 2024. Les clients potentiels, voyant le matériel russe détruit par les Ukrainiens, ont choisi d'acheter ailleurs. La production militaire à l'arrêt force les sous-traitants à accepter des contrats sous-payés ou à risquer d'être sanctionnés ou fermés par le gouvernement russe. La Russie a reconnu que la baisse des revenus et les défis démographiques mettent l'armée sous pression, après que Vladimir Poutine a annoncé une réduction du budget militaire en 2026. Réduire les dépenses militaires alors que la puissance de l'Ukraine augmente mène à la défaite. Pour référence, les dépenses militaires de l'Ukraine en 2021 étaient d'environ 6 milliards de dollars, mais elles ont depuis grimpé à plus de 70 milliards de dollars d'ici la fin de 2025. Zelensky a indiqué que les achats militaires coûtaient 25 milliards de dollars, soulignant l'importance de cette stratégie. Et pendant que l'Ukraine augmente son budget de façon exponentielle et utilise des tactiques asymétriques pour le rendre plus efficace à court terme, la Russie est contrainte de réduire son propre budget militaire en raison de graves blocages institutionnels. Les effets de la guerre asymétrique peuvent s'accumuler avec le temps. La production décentralisée de l'Ukraine et ses cycles rapides d'innovation signifient que les capacités ukrainiennes s'améliorent en continu. Le système centralisé russe, affaibli par la corruption et les sanctions, retarde son adaptation. Traditionnellement, la guerre asymétrique peut être inefficace parce que le camp des guerrilleros finit simplement par manquer de financement, d'équipement ou de soutien. Pour l'Ukraine, ce n'est absolument pas un problème. Les dons de l'OTAN ont progressivement augmenté, incluant non seulement des systèmes de l'époque soviétique et remis à neuf, mais aussi des modèles expérimentaux spécialement conçus pour contrer les capacités de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine fait face à un dilemme impossible. Il a misé sa légitimité politique sur une victoire en Ukraine. Admettre la défaite causerait sans doute une crise politique, mais continuer la guerre épuise des ressources déjà limitées pour la Russie. Ainsi, l'économie russe est en déclin terminal. Elle ne peut financer l'effort de guerre que marginalement, et n'arrive pas à relancer la croissance en temps de paix. La Russie fait face aux mêmes machines de guerre, qui absorbent tout sans rien donner en retour. Et lorsque la population russe en aura assez, nous pourrions assister à des révolutions comparables à celles qui ont renversé les régimes précédents sur ce territoire au fil des siècles. La seule véritable option de la Russie est d'accepter la défaite avant que le coup ne devienne encore plus catastrophique. Mais étant donné l'investissement politique de Poutine dans la victoire, la Russie continuera probablement à payer le prix croissant jusqu'à ce que la machine de guerre s'effondre complètement.
Et lorsque cela arrivera, le monde étudiera la révolution de la guerre asymétrique de l'Ukraine pendant des décennies, comme le moment où l'innovation distribuée et la rentabilité se sont révélées décisives face à la puissance militaire conventionnelle, changeant la guerre à jamais. Merci de votre attention. Découvrez comment l'Ukraine révolutionne la guerre moderne dans notre analyse sur la hausse de son budget militaire grâce aux dons. Et pour rester informé de l'évolution de la guerre et d'autres événements essentiels de la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.